Il était une fois une aventure que vous avez tous vécue, mais que vous avez oubliée depuis très très longtemps. C'est une histoire qui s'est effacée de votre mémoire, mais que je vis encore pour quelques minutes. C'est l'histoire de notre première année au monde. Quelle incroyable aventure vit un bébé de sa naissance au premier pas de ses 1 an. 1 an dans la peau d'un bébé va vous raconter cette incroyable épopée humaine. Un voyage extraordinaire que nous avons tous vécu, mais dont personne ne se souvient. Pour incarner ce document, nous avons suivi les 365 premiers jours de vie d'une fillette, Mathilde. Vous allez voir comme elle, penser comme elle, en un mot, vivre comme elle. Les débuts de l'épopée humaine, avec ses joies, ses peines, ses combats, ses défaites et ses victoires. Bravo! Un voyage aussi dans son corps, avec l'explication scientifique du miracle de la vie. Nous allons partir explorer les incroyables secrets du développement d'un nourrisson. Tous ses organes, son système nerveux et les toutes dernières découvertes scientifiques sur les mystères de son cerveau. Cette fantastique histoire, cette première année de vie au sein de sa famille, c'est Mathilde elle-même qui va nous la raconter, mois après mois, grâce à la voix d'une comédienne, Audrey Lamy. Un voyage aux origines de la vie, une expérience inédite, 1 an dans la peau d'un bébé. Voilà, Mathilde, c'est moi. Aujourd'hui, c'est mon premier anniversaire. Et je commence à marcher. Quelque chose me dit que le temps presse. Lorsque les bougies sur mon gâteau seront éteintes, que la journée sera finie, je serai peut-être une grande moi aussi. Et comme vous, j'aurai peut-être oublié tout ce qui s'est passé depuis que je suis sortie du ventre de maman. Alors je vais essayer de tout vous dire avant que la magie ne s'éteigne. Je vous emmène dans cette fabuleuse expérience de la première année sur Terre. Nous voilà au commencement, il y a 1 an. Je vous présente ma maman. Elle s'appelle Céane. Lui, c'est François, mon papa. C'est un papa doux. Ce jour-là, il avait un peu peur de me rencontrer. Moi, vous ne me voyez pas encore vraiment parce que je suis toujours là, bien au chaud, dans le ventre de maman. Bon, autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas toute seule à l'intérieur. Je partage la place avec ma sœur jumelle. Allez, votre temps. Elle aussi aurait des choses à vous dire, mais dans cette histoire magique, c'est moi, Mathilde, qui raconte 1 an dans la peau d'un bébé. Vas-y, rentrez. Attention, j'arrive! Après 9 mois d'attente, tout s'est accéléré d'un coup. Encore, un grand bol d'air. Tout de suite. C'était l'heure de sortir. Allez, tout de suite, on y va. Allez-y. Le voilà. C'est la tête qui arrive, c'est la tête. Allez, poussez. Pour vous dire la vérité, j'avais un fichu trac. Allez, très fort. Là, vous êtes très fort. Et puis quelqu'un m'a attrapé par la tête. Très fort. Et là, Madame. je suis venue au monde. Continuez. C'est très bien, madame. Voilà, ne poussez plus. L'incroyable top départ de la vie. Le plus grand choc de l'existence. Voilà, regardez, voilà. Le bébé percute le monde extérieur de plein fouet. Mais alors, que vit-il exactement? Lumière, température, bruit, un vrai séisme. Éblouissement, fracas et choc thermique vertigineux. Bravo. 37 degrés dans le corps de la maman, à peine 23 dans la maternité. Selon les scientifiques, un bébé ressent alors la même sensation de froid qu'un adulte nu enfermé à 0 degré dans un frigo. Du noir à la lumière, l'éblouissement aussi est violent. L'équivalent d'un face-à-face avec un projecteur.
Enfin, un bruit assourdissant, 2 à 3 fois plus puissant que dans le ventre maternel. Et voici ce que le bébé entend. Les gens le touchent, c'est quelque chose des sensations nouvelles, tout est nouveau, ça représenterait quelque chose comme le choc que l'on a lorsqu'on a un accident de la route. Quand on est, c'est probablement l'expérience la plus terrible qui arrive à un individu de toute sa vie. C'est un traumatisme énorme, on l'a tous vécu, et on s'en souvient plus heureusement, parce que je crois que c'est une révolution extraordinaire, fantastique. Allez. Quelques secondes après ma naissance, tout le monde avait l'air joyeux. Mais c'est bizarre, moi j'avais du mal à rentrer dans l'ambiance. D'ailleurs, je crois que je suis tombée dans les pommes. La chose la plus importante et qu'on attend tous, c'est le premier cri. Parce que lorsque l'enfant se met à crier, on sait qu'il va bien, on sait qu'il respire et que tout se passe bien. Non, mais vous allez avec, monsieur? Mathilde est dans un état inquiétant, elle respire mal et manque d'oxygène. Voyons. Il faut que l'enfant respire dans les 3 minutes. Mais lorsque l'enfant ne crie pas, c'est là qu'on commence à se dire il y a un problème. Qu'on appelle quelqu'un de la Voilà, néonate. regardez-moi ça. Appelle quelqu'un de la néonate. C'est pas vraiment ce que j'imaginais pour ma venue au monde. Faut dire que je faisais la grimace. Allez bébé, allez on crie, allez. Moment crucial à la naissance, son premier souffle. Chez Mathilde, il se déclenche enfin. Sa première respiration autonome. Comme pour tous les bébés, l'air, entré par le nez, va ouvrir un nouveau chemin, suivre un itinéraire précis parce qu'absolument vital. Trachée, bronche et un objectif. Atteindre puis gonfler pour la première fois les poumons et leurs 200 millions d'alvéoles. Un processus extraordinaire qui permet l'oxygénation instantanée des organes vitaux, notamment du cœur et du cerveau. Au retour en sens inverse, ce premier souffle chasse les résidus de liquide amniotique et pour ce fameux cri que tous attendent, fait vibrer les cordes vocales. Cette première respiration, un effort considérable pour le nourrisson. L'un des plus difficiles de son existence. Voilà. Allez bébé, on se réveille, allez. Quand je suis revenue à moi, je me sentais toute lourde et j'étais crevée, complètement à plat. Mathilde va être transférée en réanimation pour qu'on puisse s'en occuper et bien sûr elle sera loin de sa maman pendant quelque temps. Moi, je voulais juste un gros câlin, je voulais être contre maman, retourner à la fête, voir ma sœur arriver. Allez, on y retourne. Mais on m'a emmenée je ne sais où. Je le trouvais beau, mon père. J'étais subjuguée par lui. Mais comment dire, il avait une drôle de tête. Je me demandais quand même si j'avais pas un petit problème de réglage. L'enfant passe du noir quasiment total où il était pendant plusieurs mois à de la lumière vive, donc il est ébloui. En plus, la vision du nourrisson est extrêmement limitée. Un regard interrogateur. Pas étonnant, le nouveau-né perçoit très peu de choses, il voit flou. Mais alors, que voit-il exactement? Selon les spécialistes, durant ses premiers jours de vie, un bébé voit 20 fois moins bien qu'un adulte. Pour chaque œil, à peine 1/10. La rétine de ses yeux et ses 100 millions de cellules nerveuses ne sont pas ajustées. Alors, comme un appareil photo mal réglé, impossible pour lui de faire le point. Inutile alors de lui faire des coucous depuis le pied de son berceau. À sa naissance, le bébé voit net jusqu'à quelques centimètres. Au-delà, flou total.
On sait qu'il voit net à peu près à 20-30 cm. Et il voit droit devant lui, il n'a pas un champ de vision très large. Devant lui, sur 30 cm, il voit quelque chose et puis autour, c'est comme un halo lumineux. Même chose pour les couleurs. Il ne capterait que les plus vives. Encore plus étonnant, il ne voit pas en relief. Pour lui, l'image est plate comme celle d'un vieil écran de télé. En prime, dans son monde extraordinaire, il voit tout en double. Chacun de ses yeux enregistre une image. Mais le cerveau encore immature n'est pas capable de les superposer pour en faire une image unique. La rétine n'est pas très bien développée, ce qui veut dire que toutes les cellules ne sont pas en place, ne sont pas entièrement connectées, et les parties du cerveau qui sont en charge de la vision commencent juste à recevoir des informations visuelles. Cependant, sa vision est suffisante pour lui permettre de reconnaître les visages dans son environnement, donc il va pouvoir savoir si c'est un visage ou pas, reconnaître le visage de sa mère très rapidement et s'orienter préférentiellement vers certains stimuli visuels. J'ai eu de la chance. Dès que je suis née, j'ai eu une promesse d'amour. Papa ne m'a pas quittée tant que ma santé inquiétait les docteurs. J'ai pas réalisé, mais il paraît que ça a duré 2 ou 3 jours. Et puis un soir, j'ai eu ma première surprise. Papa est revenu avec Mayanne, ma sœur jumelle, et maman, que j'avais à peine vue depuis ma naissance. Ce soir-là, on s'est tous retrouvés. On était une famille. Alors maintenant, il faut que je reprenne le train en marche, ça c'est... C'est pas facile, hein. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah oui, non, Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh ben voilà. C'est ce que j'essaie de faire au mieux. Tu fais au mieux, regarde. Regarde là. C'est pas évident. Cette nuit-là, je dormais et j'ai senti quelques gouttes de pluie qui tombaient sur ma joue. Mais maman les a gentiment essuyées. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvée derrière les barreaux quand papa m'a annoncé la bonne nouvelle. Oh, tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir. Enfin libre, à moi la vie, à moi l'aventure. Premier mois. Challenge pour le bébé, apprendre à s'alimenter et développer son cerveau. Premier trajet en voiture. Bizarrement pour le bébé, pas de réaction de surprise. Étonnant. Il donne même la sensation d'être dans un univers familier et de ne pas être importuné par le bruit du moteur. Alors pourquoi ? Dans le ventre de sa mère, d'après des études scientifiques, il entendait les battements de cœur de sa maman au même niveau sonore qu'une voiture de course lancée à vive allure. Finalement, ce bruit de moteur l'a bercé pendant des mois, comme un métronome. C'est pour cela que les bébés s'endorment facilement en voiture. En quelque sorte, cette atmosphère leur rappelle des souvenirs. Voilà, ici c'est mon premier chez moi. Me demandez pas à quoi ressemblait l'appartement, il n'y a que la cuisine qui m'intéressait. Pas de chance, je n'avais pas encore le droit d'y mettre les pieds. Coucou, Mathilde. Alors vous savez quoi? Mon premier souvenir de chez moi, c'est un repas en tête-à-tête avec maman. Dans le ventre de sa mère, le bébé est nourri en permanence grâce au cordon ombilical. Après sa naissance, il doit apprendre à s'alimenter différemment. En un an, il va doubler sa taille et tripler son poids. Si tu t'énerves, tu vas pas y arriver, hein. Le premier mois, son estomac ne mesure que la taille d'un grain de raisin. Une petite réserve de nourriture, une dizaine de centilitres, épuisée en à peine 2 heures. Alors maintenant, quand il a faim, c'est pas toujours facile.
Il existe un réflexe archaïque, un réflexe de survie, peut-on dire, qui est le réflexe de succion. Et donc l'enfant va trouver le mamelon parce qu'il est attiré par l'odeur du mamelon qui lui rappelle l'odeur du liquide amniotique lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Il va prendre ce mamelon et il va commencer à téter et la lactation se met en place et l'enfant va pouvoir manger et calmer sa faim qui l'a poussé à chercher ce mamelon. Se produit alors un réflexe de survie extraordinaire, inné, partagé par tous les mammifères. Une fois arrivé au mamelon, le bébé a instantanément un réflexe de succion. Mais pour que le miracle se produise, le bébé doit trouver la bonne position et amener le mamelon jusqu'au fond de sa gorge. À cette condition seulement, la succion provoque l'arrivée du lait maternel, produit par les glandes mammaires. Phénomène extraordinaire. Au cours d'une même tétée, le lait maternel va changer plusieurs fois de consistance et d'apport nutritionnel en fonction des besoins du bébé. C'est trop vite. Doucement, tu t'étouffes quand tu bois trop vite. En début de tétée, il contient 87% d'eau pour désaltérer l'enfant. Puis il va progressivement s'épaissir et s'enrichir en éléments nutritifs, comme le sucre et les protéines. Signe de la fin de l'allaitement, une forte proportion en lipides, c'est-à-dire en graisse, pour rassasier l'enfant. En prime une potion magique qui protège le nourrisson des infections, les anticorps. Et puis ces moments d'allaitement révèlent bien d'autres secrets de la nature. C'est le premier moment de peau à peau qui est fondamental, qui est le contact de l'enfant et de sa maman. C'est ce qui va permettre l'éveil de toute la sensorialité de l'enfant. Et l'incroyable machine à fabriquer la vie va dévoiler ses miracles. Scène apparemment anodine, pourtant cruciale. Dans ce pot à pot, une multitude d'interactions, toucher, vision, ressenti. C'est bien, c'est mieux comme ça. Tu vois, ça passe mieux. Pour le nourrisson, une multitude d'émotions qui, d'après les spécialistes, vont déclencher le développement du cerveau et de ses neurones. La mise en place d'une formidable tour de contrôle. Le premier mois, dans le cerveau du nourrisson, une armée de neurones. Selon les chercheurs, 100 milliards, autant que d'étoiles dans notre galaxie. Des petits soldats au service du langage, de la pensée, de la mémoire et de toutes les fonctions du corps humain. Pour que le cerveau fonctionne, reste à connecter ces 100 milliards de neurones entre eux qui pour l'instant végètent. À chaque stimulation extérieure du bébé, ces neurones vont s'activer, tenter de se brancher entre eux. Pour ça, en se rapprochant, ils créent des zones de connexion, les synapses. Chiffre astronomique, un neurone est capable de 10 000 connexions et peut recevoir 10 000 messages en même temps. Le cerveau fabrique 500 000 synapses par seconde dans les premiers mois. Il sera entièrement connecté à l'âge de 30 ans. Oui, 6 mois. Un bon repas à la maison avec maman. C'était bon et doux. Je me suis endormie. Et puis, j'ai eu encore envie de manger. Oh, ça m'a désespérée. J'ai appelé au secours. C'est la première fois que j'ai réveillé les parents. Enfin, presque. Et c'était pas la dernière. Bon, en fait, à la maison, maman alternait entre donner le sein et faire des biberons avec du lait en poudre. Sincèrement, moi, tant que je pouvais manger quand j'avais faim, l'un et l'autre me convenaient parfaitement. Surtout, ce que j'ai compris, c'est que je pouvais être servie à la demande. Génial, non ? Du coup, au début, ma vie de bébé, c'était surtout
Dormir, manger, être changé. Dormir, manger, être changé. Dormir, manger, être changé. Paradoxe extraordinaire. D'après les scientifiques, c'est en dormant qu'un nourrisson travaille le plus. Alors pourquoi? Sa plongée dans le sommeil déclenche une merveilleuse machine de vie. Nichée dans les secrets de son cerveau, une glande va fabriquer et libérer une substance au pouvoir prodigieux, l'hormone de croissance. Et alors que le nourrisson est bercé dans les bras de Morphée, cette hormone se diffuse dans tout son corps. Elle va multiplier et faire croître ses muscles, ses os et tous ses organes. Curiosité de la vie, 75% de ces hormones de croissance sont diffusées pendant les phases de sommeil. Le bébé va tripler son poids de naissance à 1 an. Au niveau de la taille, il va prendre 25 cm entre la naissance et 1 an. Tout ça pendant le sommeil. Et plus jamais dans la vie, la croissance sera aussi importante. Cette tête, quoi. Mais d'un coup, Cette tête que tu fais. il m'a réveillée et le charme est tombé. Oh là 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 là. J'avais rien demandé, j'avais pas envie d'être réveillée. Pour le nourrir, faut-il réveiller un bébé qui dort, au risque d'interrompre ses cycles du sommeil et sa fabuleuse machine à grandir? Allez. Sur cette question, les avis sont partagés. Allez. Les médecins ont dit qu'il fallait qu'elle mange tous les 3 heures, donc il faut qu'on les fasse tous les 3 heures, voilà. Alors que le résultat, c'est qu'elle mange quand à la fin. Un enfant en bonne santé, qui grandit normalement, eh bien, il mange quand il réclame et on ne réveille pas un enfant qui dort pour lui donner à manger. D'une part, il mangera mal et en plus, on va casser son rythme de sommeil. T'as rien bu, Chippy? Oui. Mon pauvre papa, j'avais l'impression qu'il apprenait tous les jours autant que moi. Vous savez quoi? J'y en ai pas voulu. Parce que j'ai fini par dormir encore. Et j'étais tout contre lui. Ce jour-là, je dormais tranquillement. Et puis j'ai senti qu'on était en train de me déshabiller. C'est pas vraiment que ça me gênait, mais un petit signal au fond de moi me disait qu'il y avait un truc de pas habituel. Et voilà. C'était comme un mauvais rêve où vous avez l'impression que vous allez vous retrouver toute nue en public. Voilà, ça ressemblait un peu à un cauchemar. Sauf que c'était la réalité. On va lui laisser sa couche pour l'instant. Oui. Premier rendez-vous chez le pédiatre. L'heure du bilan primordial pour Mathilde. Réflexe à qu'il est, hein? Réflexe, audition et vue. Ces fonctions essentielles fonctionnent-elles correctement? Est-ce que ça ressemble à la tête de papa? Waouh, la sucette géante. Je pouvais pas la quitter des yeux. Donc tu te laisses faire. Parmi les examens importants, la pesée. On va mettre bébé sur la balance. Voilà, nous sommes à 3 kg 630. Phénomène étonnant après la naissance. Un bébé perd systématiquement beaucoup de poids. Alors pourquoi? À la naissance, le bébé va perdre pendant les 3-4 premiers jours 8% de son poids, parce qu'il perd de l'eau, etc. Et puis, il va recommencer à grossir, et au bout d'un mois, il a à peu près pris 1 kg. On dit qu'ils prennent 1 gramme par heure. Donc, c'est extrêmement important. Si le bébé ne grossit pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, c'est vraiment le baromètre de la santé. 66, ma chérie. C'est très, très bien. C'est une grande... Chose extraordinaire dès la naissance. Le bébé est capable de véritables prouesses sans aucun apprentissage. Un don pour certains mouvements et certains gestes qu'il conservera durant quelques semaines. Un curieux phénomène. Où a-t-il appris par exemple à s'agripper? Et malgré son apparente fragilité, où trouve-t-il une telle force dans ses mains? Il faut savoir qu'à son âge, il y a une force de 1 kg dans chaque main. 1 kilo? 1 kg. Et vous voyez? Elle fait 3 Voilà. kilos. Oui, tout à fait, mais regardez, j'arrive à... C'est impressionnant. Allez bébé, allez bébé, allez bébé. Je veux pas, là. La clé du mystère de ce savoir inné se dissimule ici dans cette partie du cerveau. On l'appelle le cerveau archaïque.
une sorte de carte mémoire de l'humanité, un disque dur où sont enregistrés tous les réflexes archaïques de l'être humain, des réflexes ancestraux de survie, comme s'agripper, se déplacer et téter. Pour les spécialistes, c'est ce cerveau archaïque qui régit les fonctions les plus primitives de notre espèce. Un héritage des premiers hommes, apparu sur Terre il y a 3 millions d'années. Mais les origines de notre cerveau archaïque viennent de beaucoup plus loin. Le cerveau archaïque, nous l'avons depuis 500 millions d'années. Il est apparu d'abord chez les reptiles, chez les poissons et ensuite chez les amphibiens. Les hommes préhistoriques l'avaient aussi, puisqu'eux, ils étaient tout le temps en condition de survie. L'homme a toujours ce même cerveau archaïque. Illustration la plus spectaculaire des pouvoirs du cerveau archaïque, la marche automatique. Attends, ouais. On va te faire marcher un petit peu. Magique. Dès la naissance, le bébé a le réflexe de ses mouvements sans jamais les avoir appris. À la naissance et à un mois, le cerveau du bébé n'est pas mature, bien entendu. Mais toutes ces potentialités existent déjà. Toutes ces facultés innées, comme la marche automatique, disparaîtront très rapidement, comme par enchantement. Et voilà. Quand votre bébé aura 1 an ou 15 mois et qu'il va commencer à marcher, alors là, volontairement, où le cortex cérébral va pouvoir donner les ordres, eh bien, l'enfant va marcher en se servant de ces circuits qui sont déjà pré-câblés et qui expliquent le mouvement des gens. Il n'aura pas besoin de le créer. La possibilité, le fait de savoir qu'on met d'abord la jambe gauche, puis on tourne, on met la jambe droite, etc., ce mouvement-là est déjà écrit chez le fœtus et chez le tout petit. Ok, tout ça c'était pour voir si j'avais les bons réflexes, si j'étais bien câblée. Tu vas remplir maintenant. On va voir si tu rentres bien. Oui. Elle veut rentrer chez elle. Oui, je voulais rentrer à la maison. Je m'enfuis. La nuit, ma sœur et moi, on se réveillait souvent. On faisait pas exprès, mais faut être honnête, ça a bien fatigué papa et maman. Parfois, la nuit, les parents parlaient plus fort. Alors je me demandais s'ils n'entendaient pas moins bien que le jour. Je m'en occupe. 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 Tu vas aller au lit, c'est pas la peine, d'accord. Va te coucher, va te coucher. Bah non, je vais pas me coucher moi. Bah fais ce que tu veux. Et bah fais ce que tu veux. Effectivement, il ne reste plus grand chose. Tu m'as pas dit qu'il y avait des blancs chocolats? Si. Vous savez qu'avec ma sœur jumelle, on dort beaucoup. Mais j'ai une sorte de 6e sens. Je sens quand il y a un truc qui ne va pas. Et ce jour-là, je percevais des mauvaises ondes qui venaient du salon. On se parle, mais bon, c'est comment dire, ouais. C'est le. On se parle pas comme avant, on échangeait des points de vue, des opinions. Enfin, c'est de plus en plus rare, quoi. Enfin, Bah oui, ma vie, elle est pas très épanouissante, elle est pas très. Mais c'est pas. Passionnante. Mais... Non, mais c'est ce que moi je ressens. C'est quand même dur. Enfin, c'est une phase de la vie. Moi, je le savais très bien, effectivement, ce que ça allait donner. Après, c'est un passage. Si on met tout sur les enfants et qu'on met le couple de côté, ça va dérailler à un moment. À la maison, le climat était un peu électrique et ça faisait battre très vite mon petit cœur. Les parents ne s'en doutaient pas, mais je captais tout ce qui se passait entre eux. Si Mathilde a ce pouvoir extraordinaire de ressentir les tensions entre ses parents, c'est qu'un bébé est un être hypersensible, une véritable éponge. Il est capable de ressentir et de partager avec une rare intensité les joies, les peines, en un mot les émotions vécues par les proches qui l'entourent. La joie de maman, le stress de papa ou l'allégresse d'une petite sœur. Jusqu'ici, un pouvoir mystérieux.
Le bébé est une véritable éponge sensorielle et il se rend compte tout de suite lorsque quelque chose ne va pas. Je parlerai d'ondes, je dirais que ce sont des ondes que l'enfant perçoit. En fait, ça se traduit par des gens qui vont avoir une voix, qui vont avoir une posture, qui vont avoir un visage différent. Et à ce moment-là, oui, l'enfant va s'apercevoir qu'il y a des changements. Plusieurs hypothèses scientifiques pour expliquer cette hypersensibilité énigmatique chez les nourrissons. L'une des plus récentes et des plus révolutionnaires, ce pouvoir particulier, ce ressenti extraordinaire qu'ont les bébés, viendrait d'une partie de leur cerveau. À l'intérieur, de redoutables capteurs, une famille de neurones au pouvoir hors du commun. En effet, ces capteurs très spéciaux donneraient la possibilité aux nourrissons de se mettre à la place des gens qui l'entourent, de ressentir leurs émotions. Une sorte de sixième sens. Des chercheurs appellent ces neurones extraordinaires les neurones miroirs. Résultat, lorsqu'autour du bébé il y a gaieté, tristesse ou stress, l'enfant le ressent immédiatement. Mais incapable de comprendre ses émotions, puisque trop petit, il vit alors un ouragan de sensations d'une force folle. Une intensité impossible à maîtriser pour le cerveau encore immature du nourrisson. Un enfant a des émotions extraordinairement fortes. Il vit de vraies tempêtes émotionnelles. Lui, quand il a peur, c'est des véritables paniques. Quand il a des chagrins, c'est des énormes tristesses. Quand il a des colères, ce sont des colères explosives. Selon les scientifiques, chez le bébé, les violentes poussées de stress puissantes et prolongées ne seraient pas anodines. À chaque fois, à l'intérieur de son corps, une véritable éruption chimique digne d'un film de science-fiction. La surproduction d'une substance qui en grande quantité s'avère nocive, le cortisol. En surdose, cette hormone devient toxique pour le bon développement du cerveau et de ses neurones. Dans les cas extrêmes, conséquences possibles pour l'enfant et le futur adulte, troubles de l'humeur, anxiété et dépression. Oui, ma pu, je sais, fais un tout petit effort. Eh bébé. Tu vas peut-être aller lui faire prendre son bain, non? Parce que... Ouais, je veux. Finalement, je crois qu'il était temps de quitter la maison. Les parents avaient besoin de changer d'air. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a roulé longtemps. C'est la première fois que je suis partie en voyage. On allait vivre de nouvelles aventures. Troisième mois. Challenge pour le bébé, accélérer sa croissance, développer son système nerveux. Il paraît qu'on était près de la mer. Mais moi, comme d'habitude, j'ai rien vu. Bon, c'est surtout maman qui avait besoin de faire un break. Je crois que papa l'a déposée dans une aire de jeu assez sympa où elle a passé du bon temps. Et puis quand même, au bout d'un moment, les parents se sont occupés de moi et de ma sœur. Soyez cool et détendus. Alors là, c'est une séance massage maman et papa bébé, d'accord? Vous allez partir du visage, glisser sur les joues, vous dirigez vers les bras, tranquillement. Étrangeté du corps humain. Pendant ces premiers mois, une particularité surprenante. Le squelette du nourrisson compte davantage d'os que celui de l'adulte. 350 à la naissance, contre seulement 206 quelques années plus tard. Alors comment et pourquoi un tel phénomène? À la naissance, les os des bébés ne sont pas terminés. Beaucoup sont encore cartilagineux et beaucoup de parties osseuses sont fragmentées et vont
petit à petit au cours de la croissance se souder pour faire des pièces osseuses adultes. Fusion particulièrement extraordinaire. L'incroyable assemblage des os du crâne. Est-ce qu'on vous a parlé à la maternité des fontanelles? Je ne sais pas si tout le monde en a entendu. Donc il y en a deux, il y en a une devant, une derrière. Les fontanelles, il n'y a pas de danger à les toucher. Les fontanelles? Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais les os de la tête qui bougeaient sous les mains de maman. Ah, ça c'est mieux. Et puis, quand elle appuyait dessus, j'avais l'impression que quelque chose flottait dans mon crâne. Car au départ, la boîte crânienne du nourrisson ressemble à un puzzle. 26 os au total, qui au fil des mois vont se souder tels des continents osseux pour ne former qu'une seule pièce. Ultime témoin de cette fusion, la fameuse fontanelle principale, sorte de membrane souple au sommet du crâne. C'est très solide une fontanelle. Ça a la même solidité qu'une toile de tente. Donc on peut mettre le doigt, il n'y a aucun danger, c'est indolore pour le bébé et ça ne va pas céder sous la pression du doigt. Miracle de la nature, car durant 18 mois, cette fontanelle a un rôle vital. Rendre la boîte crânienne élastique pour permettre au cerveau du bébé de croître et de grossir. Alors, une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est qu'on a un très gros cerveau, et en fait, ce très gros cerveau ne peut pas passer au niveau des hanches pour l'accouchement. On va donc avoir une boîte crânienne qui n'est pas soudée, et le développement du cerveau et d'une grande partie du corps va se faire pendant les années suivantes. Car pendant sa première année de vie, la croissance du crâne est spectaculaire. Il augmente de 12 cm de circonférence en 12 mois. Phénomène unique dans la vie d'un homme. Au bout de 18 mois, la fontanelle se calcifiera et tous les os du crâne seront ainsi soudés. Mais n'ayez crainte, on vous ferait pas mal à votre enfant avec vos mains. Je me suis demandé si les massages s'étaient faits pour grandir. J'avais hâte que maman passe au reste de mon corps, pour que je sois bien proportionnée. Vous allez partir du visage, glisser sur les joues, vous diriger vers les jambes. Maman a continué de suivre les indications du chef des papouilles. J'étais impatiente qu'elle allonge mes jambes et mes bras. Je voulais devenir géante et jolie, comme elle. Caresses, sourires, tendresse. Apparemment de simples moments de plaisir partagés. Et pourtant, ils vont s'avérer essentiels dans le développement affectif et social du futur adulte. Alors, comment? Sur les orteils. Ces simples gestes vont déclencher un processus biologique extraordinaire dans les secrets du corps du bébé. Et nous allons le découvrir. Le plus grand organe sensoriel du bébé, la peau. En effet, à 3 mois, il développe une formidable sensibilité, notamment au niveau des lèvres, paume des mains et plante des pieds. Rien que dans ses doigts, 2500 capteurs. Une peau 5 fois plus fine que celle de l'adulte, un feu d'artifice de sensations, une explosion d'émotions. Dans la peau, sous l'épiderme, une incroyable usine grâce à ses millions de capteurs. Les sensations de plaisir sont directement transmises au cerveau dans la zone limbique, à la base du crâne, là où se trouve le siège des émotions. C'est ici que les neurones vont synthétiser une véritable potion magique. L'ocytocine, l'hormone du bonheur et du bien-être. Elle provoque une sensation de plaisir. Selon les chercheurs, la sécrétion régulière de cette hormone du bonheur durant la petite enfance donnera au petit homme la confiance en lui. Cette molécule est formidable. C'est une molécule du lien, de l'attachement, de l'amour, de l'empathie. Donc cette molécule nous permet d'être empathique, d'aimer. Elle nous permet aussi d'être moins stressés
et d'avoir confiance. Encore plus fort, cette molécule magique favoriserait aussi la relation aux autres du futur adulte, humaine, sociale et amoureuse. Une sorte de conditionnement positif du cerveau. Une hormone magique que l'être humain produit tout au long de son existence, à chaque moment agréable. Je t'en ai mis sur la bouche. Maman avait des mains magiques. À chaque caresse, je me sentais mieux. J'aurais bien aimé lui faire pareil, mais je ne savais pas trop encore me servir de mes doigts. Je me suis dit que j'avais bien le temps d'apprendre. Et je me suis laissée aller. On va prendre le massage du dos. Au bout d'un moment, on a tous changé de position. J'ai jeté un œil sur ma sœur, et là, je vous avoue que j'ai eu de la peine pour elle. C'est papa qui s'occupait de Mayan. Et lui, je crois pas qu'il avait des mains magiques. J'ai laissé maman s'en occuper. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui fais? Pourquoi qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est très bien, monsieur. Vous laissez pas faire passer. Non, mais... C'est terrible, hein. Ouais, je vous plains, monsieur. Et on applaudit avec les pieds. Quand je me suis endormie, j'étais confiante en l'avenir. Quatrième mois. Challenge pour le bébé, construire sa mémoire et développer le lien avec ses parents. Laissez-moi vous dire qu'un des endroits que je connais le mieux à la maison, c'est la chambre des parents. C'est là que mon lit est installé. Je le partage encore avec ma sœur jumelle. Elle et moi, on y passe beaucoup de temps dans notre lit pour deux, même quand il fait jour. Ça s'appelle faire la sieste. Et chez nous, ça commence toujours de la même façon, avec notre mobile qui tourne au-dessus de nous et qui joue la vie en rose. Je commençais à bien dormir la nuit. Mais le jour, j'avais toujours besoin de fermer les yeux et de roupiller plusieurs fois. Le sommeil du bébé révèle un autre secret. Selon des études neurologiques, il marque le top départ d'un processus étonnant, invisible mais vital pour lui. Tout en dormant, dans sa tête, il se repasse le film de la journée. Chose vue, entendue et vécue. Des centaines d'informations enregistrées dans son cerveau et dont, toujours dans les bras de Morphée, il va à présent faire le tri. Un gigantesque travail d'archivage. En fait, il y a quand même beaucoup d'événements qui arrivent, de choses nouvelles qui arrivent tous les jours dans la vie du nourrisson, que ce soit des stimulations auditives, des stimulations visuelles, et à partir de là, l'enfant va construire son monde. Donc, petit à petit, l'enfant acquiert des informations. Elles s'empilent les unes sur les autres. Les informations s'empilent, mais dans sa tête, le bébé se lance alors dans un travail extraordinaire. Tel un super ordinateur, il sélectionne les événements de la journée les plus importants pour lui, ceux qui lui ont appris quelque chose, qui peuvent lui permettre de progresser et ainsi d'évoluer. Bref, un processus qui lui permet de constituer ses premiers souvenirs, le début de sa mémoire. Le matin, maman était partie loin de la maison. Elle n'était pas fâchée, elle voulait juste du temps pour elle. Mais avec ma sœur, on se demandait ce qui allait se passer pour nous. Et puis, on a compris que c'était papa qui allait s'occuper de nous deux jusqu'au soir. Et voilà comment je me suis retrouvée à danser pour la première fois. Papa m'a fait découvrir sa chanteuse préférée, Dalida. Moi, je vis d'amour et de bienséance. Dans la mystérieuse vie d'un bébé, une interrogation.
quelle importance peut avoir le jeu dans son développement cérébral et la complicité avec les parents. En fait, ces petits moments de joie, de bonheur tout simple, sont de vrais cadeaux pour l'enfant. D'après les scientifiques, ils représentent même des éléments importants de son développement. Car miracle, ces instants joyeux stimulent et favorisent le développement de son cerveau. L'enfant sécrète alors toute une série d'hormones qui lui seront bénéfiques. Danser et chanter avec un enfant, c'est du très très grand bonheur pour eux. Et partager ces moments de bonheur et de plaisir de vivre avec l'enfant, c'est absolument fondamental. Et derrière chaque éclat de rire, une véritable corne d'abondance pour la future vie du bébé. L'un de ces épisodes joyeux de cette première année de vie que nous avons tous vécu, mais dont personne ne se souvient. Dans les bras de mon papa, j'ai senti ce soir-là qu'on vivait un moment qui n'appartiendrait qu'à nous. Ces moments de joie partagée et de plaisir, ce sont des trésors inestimables pour le bébé. Et pour sa vie future, quand il sera confronté à des difficultés, il pourra toujours puiser des forces qui lui permettront de surmonter les difficultés. Et ce sont des ressources de joie et de bonheur. Quand maman est rentrée, Dalida est retournée dans l'ordinateur de papa. Maman nous a rejoints. On était tous réunis à nouveau. C'est comme ça que je nous préfère. C'est dans cette ambiance que j'ai continué à grandir. Mais je vais vous raconter tout ça bientôt. Avant, je voulais vous dire que ce soir-là, pour moi, tous assis sur mon tapis d'éveil, on était le portrait d'une famille modèle. Cinquième mois. Challenge pour le bébé, consommer de nouveaux aliments et faire ses premières dents. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre jour. Mais il était sur le point de devenir un jour étonnant. J'aurais dû me douter que le repas ne serait pas comme d'habitude. Ce que fabriquait maman en cuisine ne faisait pas le même son que quand elle chauffait un biberon. Je me demandais bien ce qui se passait. Jusqu'à 4 mois, le bébé ne peut manger que du lait. Parce que la muqueuse intestinale est très fine et il y aurait des risques d'infection, il y aurait des risques d'intolérance aux aliments, ce qui fait qu'on attend au moins 4 mois. On ne donne rien d'autre que du lait avant 4 mois. Et là, aujourd'hui, on teste le brocoli. Grande première. On va voir ce que ça donne. Hein. Une grande première. Brocoli, fruits et légumes. Alors pourquoi, par quelle magie de la nature, un nourrisson est-il enfin prêt à consommer son premier vrai repas d'aliments variés? Durant plusieurs mois, le corps du bébé réalise une véritable prouesse, un vrai challenge. Développer l'incroyable et complexe machine du système digestif avec sa multitude d'organes, estomac, reins et autres intestins. Ces organes, des petits soldats au service d'un objectif, le miracle de la digestion. Alors comment ça marche? Une fois formés et totalement opérationnels, les organes vont se coordonner, telles les pièces d'un moteur de voiture. Ils vont alors former une merveilleuse petite usine chimique et mécanique capable d'assimiler et de traiter progressivement tous les types d'aliments nécessaires à la vie. C'est alors le top départ du Festival des saveurs. Allez, maintenant on teste le brocoli. On va tester brocoli? Ouais, ça te tente? Brocoli pomme de terre. Elle m'a présenté ma première purée. C'est bon. Pomme de terre, brocoli? C'était, comment dire, une véritable claque, une farandole de sensations. Alors, comment c'est? Dis grimace, hein? C'est très bon. Allez, on essaie encore une fois. Au début, c'était tellement fort que j'ai fait la grimace. J'avais du mal à m'y faire, mais c'était bouleversant. J'en tremblais des pieds. Ma sœur vivait la même expérience.
Le brocoli, c'était comme une purée magique. Pour le nourrisson, une odyssée culinaire hors du commun. Une explosion de saveurs, unique dans sa vie, décuplée par rapport à celle de l'adulte. Oh, doucement, doucement, doucement. Car phénomène extraordinaire, sa langue est alors l'un des organes les plus sensibles. Ces quelques millimètres carrés de muqueuse contiennent une gigantesque armée de capteurs sensoriels. Pas moins de 10 000 papilles gustatives. 2 fois plus que dans sa future vie d'homme. Oh, doucement, doucement, doucement. Chacune de ces papilles fonctionne comme un incroyable émetteur-récepteur. Quasi instantanément, elle transmet des informations au cerveau. Surprenant. Réflexe archaïque de survie, de toutes les saveurs, le sucré a sa préférence. Et ce n'est pas par gourmandise. C'est un besoin vital. Car contrairement à l'adulte, chez le petit homme, peu de place pour les réserves de sucre, véritable carburant pour le fonctionnement des organes humains. Donc davantage de risque de tomber en hypoglycémie, une carence en sucre qui peut être mortelle. Le sucre est très important pour un bébé, puisqu'un des risques importants chez un nouveau-né, c'est l'hypoglycémie. Et donc l'enfant est enclin à chercher ce qui est sucré dans son environnement. C'est probablement pour ça que la saveur sucrée est la saveur préférée des bébés par rapport à ce qui est amer, acide ou salé. Invisible, inattendu, mais redoutablement efficace. L'extraordinaire acuité de l'odorat du nourrisson. Avant de tester les aliments avec sa langue, il a déjà capté une foule d'informations. 10 millions de capteurs dans ses narines, 1000 fois plus que sur sa langue. De quoi anticiper les saveurs avant même de les avoir goûtées. Un vrai magicien. Des odeurs soigneusement enregistrées dans une partie de son cerveau, le siège des émotions. Quoi, ça te plaît pas? Là, ça a plus le même goût? Je pourrais aussi vous parler de ma première rencontre avec la carotte ou la banane, mais je dois vous dire que tous mes repas n'ont pas été une grande réussite. Je vais vous raconter ça bientôt, mais d'abord, il faut commencer une autre histoire. Je sens ta dent avec la cuillère, tu te rends compte? C'est la première fois que j'ai eu une dent. Perfection de la nature, parfaite coordination. À environ 6 mois, le fabuleux système digestif du bébé est constitué. Le nourrisson est prêt à manger des aliments solides, mais pour ça, ne manque plus qu'une pièce essentielle qui, comme par magie, va alors faire son apparition, les dents. C'est bien ça. Tu vas montrer tes petites dents? Là, on voit la petite pointe, on voit le relief. Pour leur entrée en scène, elles attendaient leur heure. Car elles ont toujours été là, dissimulées sous la gencive, invisibles, mais présentes dès la naissance. Le nourrisson vient au monde avec des germes de dents, 32 petits bourgeons de quelques millimètres enracinés dans l'os de la mâchoire, bien à l'abri. Au départ, gros comme des têtes d'épingle, ces cellules vont peu à peu, au fil de sa croissance, et telles des alchimistes, se transformer en émail et en dentine. Elles sont alors prêtes à sortir. Très souvent, les premières dents à sortir sont les dents qui sont ici, là, les incisives du milieu, et ça va s'échelonner pour arriver à 20 dents à l'âge de 2 ans. Et progressivement, l'enfant va pouvoir manger, mâcher des choses de plus en plus solides grâce à ces dents qui arrivent. Pour l'instant, 22 dents chez le bébé qui mettront 2 ans à s'installer. Et un fantastique travail du sur-mesure. La fabuleuse machine du corps humain fabrique d'abord ses dents de lait, 2 fois plus petites que celles d'un adulte. Car leur mini-taille est miraculeusement adaptée au volume restreint de la bouche d'un nourrisson. Et contrairement aux os, elles ne grandissent pas. Alors pourquoi les dents de lait tombent-elles mystérieusement vers l'âge de 6 ans?
tout simplement pour laisser la place aux 32 dents définitives qui, elles, seront 3 fois plus grandes et parfaitement adaptées à la taille du futur adulte. Mon pauvre petit chat, ça fait mal. La poussée de ma dent, ça m'a fait trop mal. Mais il n'y a pas que les gencives qui font pleurer. Au même moment, j'avais l'impression qu'on avait trempé mes fesses dans un bain d'acide. Ouh là là. Ah oui, c'est pour ça que tu cries. C'était intenable. Oh, tu as mal, mon chaton. Oh, je vais te... Douloureux, impressionnant et toujours mystérieux. Cette irritation spectaculaire, l'érythème fessier. Un phénomène, des lésions qui curieusement accompagnent souvent les grandes phases des poussées dentaires. Mais alors quel rapport étrange entre les dents et ces lésions impressionnantes sur la surface des fesses d'un bébé? Pas de certitude, mais une théorie scientifique, la plus répandue. Est-ce que l'érythème fessier peut être provoqué par une poussée dentaire? Très souvent, lorsque les parents constatent des fesses rouges chez leur bébé, ils regardent et effectivement, il y a une poussée dentaire. Curieusement, la clé du mystère se cacherait dans la bouche du nourrisson, au plus près de ses gencives. Car en poussant, les dents meurtriraient les chairs, martyriseraient les muqueuses. Résultat, autour de ces lésions, microbes et virus à foison. Un pullulement d'invités indésirables qui, de la bouche, transiterait ensuite dans le corps du bébé. Conséquence inattendue, elles termineraient leur périple dans les selles du bébé, les rendant plus acides et donc corrosifs pour ses petites fesses. C'est normal que tu cries et que tu pleures. Ah, là, c'est hyper irrité. Là, c'est à vif, hein. C'est vraiment une brûlure sur les fesses. Ah bon, alors quand on a les dents qui poussent, on a les fesses brûlées, c'est ça? Hop. Heureusement, la pommade, ça faisait du bien. Mettre de la crème. Tu verras plus tard, quand tu seras grande, tu auras plein de dents comme maman. Tu viens? En tout cas, j'ai compris que pour moi, le chemin de la douleur serait encore très long. Tout petit chaton. 6e mois. Challenge pour le bébé, ajuster sa vue, saisir un objet et tenter de s'exprimer. Ce samedi-là, j'avais la tête dans les nuages. Mais les parents voulaient absolument que je fasse attention à eux. Mathilde. Mathilde. Coucou. Mon père s'est mis à faire le coucou. Coucou. Quand on est bébé, on voit décidément de drôles de trucs. Coucou, Mathilde. Avec Mayenne, on savait vraiment pas comment réagir. Au bout d'un moment, papa a fini par se lasser. Et il a pris un hochet. Là, j'ai compris qu'il voulait jouer. Je devais attraper le hochet. Saisir le hochet. Un geste simple, mais pour Mathilde, un exploit. De l'extraordinaire, de l'inédit. Attraper un objet, jusqu'ici, mission impossible. Une grande première. Alors pourquoi aujourd'hui et comment? C'est le résultat d'une véritable révolution dans le corps de Mathilde. Pour ça, l'incroyable rendez-vous de 3 grands acteurs du corps humain qui progressaient chacun de leur côté depuis des mois. Depuis le début de sa vie, la vue du nourrisson a des allures de jumelles mal réglées. Incroyable! À 5 mois, il voit encore tout en double. Difficile alors d'appréhender son environnement. Voir la profondeur et la relation entre les différents objets qui sont dans l'espace est quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit et il faut que le système visuel atteigne un degré de maturité suffisant pour pouvoir arriver à attraper un objet sans en faire tomber d'autres. Enfin, vers 6 mois, le déclic magique. La vue s'ajuste. Les doublons disparaissent. Bébé voit enfin normalement.
même moment, une meilleure maîtrise de ses gestes, grâce à l'évolution de son incroyable système moteur. Cette impressionnante tour de contrôle du corps humain, nichée dans le cerveau. Désormais, lorsque bébé a un désir et que son cerveau donne un ordre, comme la prise d'un objet, la fantastique coordination entre ses yeux et ses mains fonctionne à merveille. Le corps obéit avec précision. Et vous savez quoi? Je me suis trouvée assez douée. Je me suis rendu compte que j'y arrivais beaucoup mieux qu'avant. Quelque chose en moi avait changé. Au niveau de la vision, l'intensité des changements que l'on observe au cours de la première année de vie est unique. C'est quelque chose que l'on ne retrouvera pas par la suite. Avec ma sœur, on avait l'impression d'avoir des super pouvoirs. Un triomphe pour Mathilde. Alors place aux félicitations et aux récompenses, jeux et plaisanteries. Joie, gaieté, moments de bonheur partagé. Mais pas seulement. Et même beaucoup plus que ça. Vous allez comprendre pourquoi. Sans le savoir, avec cette partie de réjouissance, les parents de Mathilde sont en train de lui offrir un trésor invisible et inattendu. Alors comment? Selon les dernières découvertes, pour chaque récompense reçue par un nourrisson, un curieux phénomène se produit dans son cerveau. La production d'une précieuse substance aux propriétés surprenantes, la molécule de la motivation, la dopamine. Une substance magique donne à l'enfant comme par miracle enthousiasme, dynamisme et envie de vivre. Résultat, félicitations et encouragements déclenchent chez le bébé cet incroyable processus. L'encouragement est absolument fondamental pour lui et pour qu'il se développe bien. À chaque fois qu'on soutient l'enfant, qu'on l'encourage, eh bien, on le fait progresser, on fait progresser son cerveau. Sur des choses précises, par exemple, là, tu as réussi à monter une marche, bravo. Là, c'est un vrai encouragement. Donc, ça va lui donner du plaisir à vivre, de la motivation. Donc, ça va lui donner envie d'explorer le monde. Et quand on va bien, on a envie de découvrir et d'explorer le monde. On a confiance. Ça donne du plaisir à vivre, ça donne un élan de vie. Mais le plus bizarre dans cette aventure, c'est que plus ma sœur et moi on progressait, plus j'avais l'impression que les parents, eux, régressaient sur l'échelle de l'évolution. Je me demandais bien ce que l'avenir nous réservait. Qu'est-ce que tu as envie de me raconter? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu veux redire? Hé, tu t'énerves? Ce matin-là, j'ai réalisé que les conversations avec maman prenaient parfois une drôle de tournure. Ça te fait rire, toi, la girafe? Ça te fait rire, toi, la girafe? Maman a essayé de me faire parler à mon doudou. C'est ton prince charmant. Là, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à lui répondre. Le blocage total. Coucou, Mathilde. Attention, hein, j'étais motivée. Mais malgré tous mes efforts, j'étais incapable d'articuler quoi que ce soit. Pour la naissance et dans les premiers mois de vie, l'enfant entend, comprend une partie du langage, mais n'est pas capable de produire des sons, puisque, que ce soit le larynx ou les cordes vocales, il n'en a pas encore la maîtrise totale. Alors je me suis demandé s'il me manquait pas une option. Le formidable orchestre des organes de la parole commence à se mettre en place à l'âge de 6 mois. Alors comment? D'après les spécialistes, d'abord avec l'ajustement au fond de la gorge d'un instrument phare, le larynx, pièce maîtresse de quelques centimètres qui abrite les cordes vocales. Ensuite, des centaines de muscles et d'organes vont peu à peu s'accorder pour tenter de fonctionner ensemble. Glotte, mâchoire, langue et autres poumons. Mais pour que cette incroyable machine sonore marche, manque encore son chef d'orchestre, le cerveau. Ces zones dédiées à la parole vont commencer à s'activer. Le miracle des premiers mots
se produira enfin vers les 1 an du bébé. Signe du fantastique mariage réussi entre le cerveau et l'impressionnant groupe d'organes dédié à la parole. Oh, le gros bébé. Oh, tu discutes? Tu veux discuter? C'était dingue! J'avais beau me tordre la bouche, impossible de sortir un mot. Voilà tout ce que j'arrivais à sortir comme son. Pas terrible, n'est-ce pas? Bah alors? Je vais m'énerver. J'arrive pas à dire ce que je veux. C'est en écoutant sa maman, son papa, l'entourage parler que petit à petit, il va former son lexique. Raconte ce que tu veux plutôt que de t'énerver. Et il va pouvoir lui aussi parler et reproduire les mots qu'il aura entendus, en commençant évidemment par les répétitions de syllabes comme papa, comme mama, comme dada, et qui seront les premiers mots qui vont apparaître vers entre 9, 10, 12 mois. J'étais au pic de la frustration, comme enfermée dans mon corps. Dans ma tête, moi je comprenais sans problème, mais tout ce que j'articulais avec la bouche paraissait incompréhensible à tout le monde. Oh bébé, tu fais des sourires, hein? Il faut des sourires. Résultat, maman et les autres me parlaient comme si j'étais ramollo du cerveau, en mettant plein de arre, des oui et des roux blou dans chaque phrase. C'était lamentable. Je m'étais toujours dit, non, moi je parlerai pas à des bébés parce que c'est un peu débile. Mais, on peut employer des mots, mais il y a un moment où on a une espèce de mime. Hein. Elles font des AE, on fait des AE aussi. Et il a fallu que je supporte ça pendant plusieurs mois. Mais ça va évoluer. Ce matin-là, mon papa, il avait un truc super important à me dire. Mathilde. Je ne suis pas sûre de traduire fidèlement, mais je crois que ça voulait dire « Aujourd'hui, ma fille, tu vas vivre une grande nouveauté. » Ensuite, on est parti en voiture. Mais avec ma sœur Mayan, on ne se doutait pas que les parents nous conduisaient vers un endroit où on allait passer beaucoup de temps et vivre encore bien des choses. 7e mois. Challenge pour le bébé, vivre en société et développer son système immunitaire. Quand on a ouvert les yeux, on s'est retrouvés dans un nouveau décor. Et je ne comprenais rien à ce que maman racontait. C'est sympa la crèche. Voilà, chacun commence à faire sa vie un peu. Chacun va faire sa vie. Ça sonnait bien comme ça, mais en vrai, c'était pas si chouette. Ça voulait dire que les parents allaient nous laisser là et s'en aller sans nous. On était plantés sur le dos et on ne pouvait rien faire pour les retenir. Et puis maman a parlé de nous à une inconnue. Donc Mathilde a mangé à 7h, Mayan 7h15. Et voilà. Quand papa et maman sont partis, on est resté dans ce nouvel endroit qui s'appelle la crèche. Des interrogations, des réjouissances, parfois des hurlements. Pour la plupart de ces bambins, toute la palette des émotions est surprise sauf une. Le sentiment d'abandon. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Mais selon certains d'entre eux, fait incroyablement étonnant, un nourrisson ne connaît pas cette sensation d'abandon avant l'âge de 8 mois. Dans son extraordinaire univers d'enfant, il n'a pas conscience d'être une personne à part entière. Il se confond avec sa mère ou le proche qui prend soin de lui. Il ne peut donc pas se sentir abandonné puisqu'il n'a pas la conscience d'exister. Par contre, autour de 8 mois, tout basculera. Avant 8 mois, un bébé n'a pas l'impression d'être abandonné. Il n'a pas conscience qu'il existe par lui-même. Et donc, tant qu'il n'est pas arrivé à cet âge de l'angoisse du 8e mois, avec la peur d'être abandonné, avec la peur de l'étranger, tant qu'on met l'enfant en collectivité avant cet âge-là, ça se passe très bien. La crèche, c'est bruyant, mais c'est pas mal quand même. D'abord, il y a des jouets sympas qu'on n'a pas à la maison. Ensuite, on rencontre du monde.
on fait des connaissances. Ah oui, à la crèche, il y a aussi des dames gentilles qui donnent des biberons. Ce jour-là, j'ai quand même vu un petit microbe s'attaquer à ma sœur jumelle. Un vol de tétine. Scène de vie ordinaire, et pourtant. Une révolution dans la vie d'un bébé. Au contact d'autres individus comme lui, il vit ses premières expériences en société. Et elles ont sur lui un effet plutôt inattendu. Apparemment de simples larmes. Pourtant, derrière ces pleurs, dans les coulisses de son cerveau, vous allez découvrir un véritable cataclysme. Car surprise, selon les chercheurs, joie, peine, chaque expérience vécue par le nourrisson a une influence sur le développement de son cerveau et de ses capacités. Alors comment ? Quand le bébé vit une situation plutôt rassurante et agréable, son cerveau produit alors une potion miracle aux vertus fantastiques. Cette étonnante substance, baptisée myéline, a un pouvoir spectaculaire. Elle est capable de multiplier par 100 le potentiel des neurones, de les booster, et ainsi d'influer positivement sur toute une palette de facultés, mémoire, lecture, langage. À l'inverse, les moments de stress limitent la production de cette substance bienfaitrice pour les neurones. Mais vous savez quoi? Le plus intéressant dans cette expérience a eu lieu quelques jours plus tard. Oh, mais toi... C'est quoi? Non, ces petits points rouges. Ah, si, toi, t'en as un peu plus, toi. Figurez-vous qu'après avoir été à la crèche, on s'est retrouvés à la maison avec plein de boutons rouges sur le corps. Allez, je badigeonne ces petites demoiselles parce qu'elles ont, comme ça peut se voir, la varicelle. Maman a essayé de cacher cette varicelle avec de la pommade. Et ça nous a fait un drôle de look. Elle avait l'air embêtée pour nous. Elle était sûre qu'on avait attrapé nos boutons à la crèche. Je balance personne, hein. Mais il y a un bébé qui l'avait à la crèche, donc de toute façon, il y avait peu de chances qu'on y échappe. Bah ouais. Une fois en crèche, le bébé va échanger ses microbes avec tous ses congénères et donc automatiquement il va tomber malade. Il y a au moins une centaine de virus qu'il faut attraper et donc il y a au moins une centaine de rhinopharyngites que les enfants vont attraper pendant les 2 ou 3 ans qu'ils vont passer en crèche. Alors en soi, c'est pas inquiétant parce que l'enfant va faire son immunité. Pour le corps du bébé, le top départ de la construction d'une formidable machine de guerre destinée à combattre les maladies, le système immunitaire. Pour lutter contre les virus et autres microbes, il va déployer des trésors d'ingéniosité et se livrer à un combat de titans. Sans le savoir, voici comment Mathilde va lutter contre la varicelle. À l'intérieur de son corps, son réseau sanguin. Il y a quelques jours, une invasion. Les agresseurs, ces petits points verts, le virus de la varicelle. Pour défendre sa citadelle, le corps de Mathilde fabrique d'abord ses premiers guerriers, ses combattants du front en forme de Y, les anticorps. Leur mission, cerner le virus, le neutraliser pour l'empêcher de se répandre. Seconde offensive, la fièvre. Cette augmentation de température affaiblit le virus. Mais elle déclenche surtout la multiplication des globules blancs. Ce sont eux, les véritables chars d'assaut, capables de désintégrer entièrement l'ennemi. Le coup de grâce. Face à la varicelle, ce combat durera 2 semaines. Contre chaque virus, le bébé développera des anticorps adaptés, une palette de défense qu'il conservera toute sa vie. Un petit 38. Dixième mois. Challenge pour le bébé,
se redresser et tenir en équilibre. Avec ma sœur, on était de plus en plus à l'aise dans nos corps. Et on avait l'impression que notre esprit était plus vif qu'auparavant. On faisait la fierté de maman. Les catcheuses. On n'était pas faites pour vivre en rampant. Il fallait qu'on se redresse. Le petit bébé. Il fallait qu'on se tienne droite, debout. Et puis un jour, On avance. on a commencé à y arriver. C'est bien mon bébé. T'as compris le truc, hein? Oh, ouais, c'est trop bien. Bravo. Bravo. T'es bien. Elle voit que je lui propose mes mains, donc du coup elle s'accroche et puis hop, elle se durcit pour se lever. Il y a mon petit cœur. Alors par quel coup de baguette magique, par quel miracle une telle prouesse? Enfin debout. L'aboutissement d'un fabuleux processus, un microscopique jeu de mécano avec ses milliards de pièces que seule l'imagination de la nature peut inventer. Doucement Mathilde. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Et voici les secrets de ce fantastique scénario. 3 acteurs principaux. D'abord le système musculaire. Depuis l'âge de 3 mois, bébé muscle ses organes un par un, partant du cou pour porter sa tête, puis descendant tout au long du corps. Le développement moteur est caractérisé vraiment par des stades très très précis, et ces différentes étapes sont liées à un aspect développement du squelette, développement de la musculature, mais aussi à un développement du cortex moteur qui va avoir de plus en plus de la capacité à contrôler l'ensemble des mouvements. Ensuite, pour diriger le tout, la tour de contrôle. En haut du cerveau, le cortex moteur. Tel un aiguilleur du ciel, il participe à la planification, au contrôle et à l'exécution des mouvements. Il dirige et orchestre ainsi des centaines de muscles. Reste une pièce maîtresse sans qui cet édifice ne tiendrait pas debout, l'équilibre. Hop là. Pour ça, une merveilleuse petite machine, logée tout près des tympans, on l'appelle l'oreille interne. À l'intérieur, un principe que les bricoleurs connaissent bien, une sorte de règle à niveau. Une poche dans laquelle baignent des dizaines de micro-cils. Leur mouvement suit en permanence les inclinaisons du corps et transmettent instantanément au cerveau des informations sur sa position. Ce sont eux qui permettent de trouver l'équilibre lorsque l'enfant est debout. Et au début, c'est pas toujours facile. Ce sont comme des détecteurs et tout ça permet à l'enfant de pouvoir rester en équilibre sans tomber. Mais pour imiter papa et maman, le bébé est prêt à tous les efforts. La première fois qu'il se dresse sur ses jambes, il développe une force digne d'un haltérophile. C'est comme si un adulte soulevait une armoire de 100 kilos. Un exploit de cette première année de vie dont personne ne se souvient. C'est bien. Tout le monde était heureux que je me redresse. Même Kinéa, notre chienne, m'a embrassée. La pauvre, je crois que elle n'a jamais réussi à faire autre chose que du 4 pattes. Moi, en tant que bébé, j'attendais la suite avec impatience. Ce jour-là, j'ai su que j'étais appelée à dépasser les frontières. L'histoire était en marche. C'est quand même chouette, l'aventure humaine. Il est là-bas. Et miracle de la nature, après tant d'efforts, la récompense. Le moment magique des premiers pas. Bravo! C'est super. C'est Toute
cette évolution psychomotrice depuis le début, donc depuis la tenue de la tête jusqu'à la marche, c'est génétique, c'est écrit dans le programme génétique de l'homme. Il peut bouger et donc c'est un monde différent qui s'ouvre à lui, c'est une seconde naissance, c'est un autre bébé qui naît, c'est plus le même. Moi, en tant que bébé, j'attendais la suite avec impatience. Doucement, ouais. Non, elle va Avant ma naissance, quand j'étais encore dans le ventre de maman, je flottais comme dans une piscine chaude. Et c'était trop confortable. Après ma naissance, avec les parents, on a découvert une vraie piscine. J'aimais bien tremper dans l'eau. T'as vu la tasse? Mais ce qui m'a le plus impressionné, Ah, on t'emmène dans la valise? T'as peur de pas venir? c'est quand j'ai découvert la plus grande piscine que j'ai jamais vue. Elle était tellement grande qu'elle ne tenait pas à la maison ou dans notre quartier. Alors on a fait nos valises et on est monté en voiture. C'est la première fois qu'on est allé à la mer. 11e mois. Challenge pour le bébé, multiplier les découvertes et appréhender son environnement. Devant moi, l'eau n'arrêtait pas de monter et de descendre. Je trouvais ça étrange. Et puis maman a fini par m'emmener dans cette grande piscine, cette chose immense qui s'appelle la mer. Et ça m'a vraiment impressionnée. La plage, le sable, la mer. Aujourd'hui pour Mathilde, un grand moment de découverte. C'est à quel goût? Et beaucoup de nouveautés. Salé, ça. Ah, c'est bon, ça. De quoi susciter méfiance, curiosité et surprise. Un bouquet de sensations aux effets inattendus sur son cerveau. Du plaisir bien sûr, mais jusqu'à quel point? Ne mange pas le sable. Là, l'enfant arrive à la plage, il l'a jamais vu. Donc pour lui, c'est une grande découverte. Il y a plein de sensations. Il entend des choses, il voit des choses, il voit la mer qui est immense. Et il peut être totalement dépassé parce que son cerveau ne peut pas accumuler toutes ces informations. Dans une situation qui est complètement nouvelle pour l'enfant, on va avoir une sorte d'excitation puisque tous les sens sont mobilisés. Les informations visuelles sont différentes, les informations auditives sont différentes. Trop d'informations nouvelles et simultanées. Difficile à supporter pour un nourrisson. Oh. Bon, t'en as marre? Des larmes. Alors pourquoi? Le cerveau de l'enfant est vite submergé par cet ouragan de nouvelles informations. Un peu comme un adulte qui écouterait des musiciens jouer des partitions différentes en même temps. Une raison simple à cela. Son cerveau n'est pas achevé. Il lui manque encore une pièce centrale, une sorte de filtre qui permet de trier les informations et de les assimiler. Ce filtre, c'est le cortex préfrontal, une partie avant du cerveau au niveau du front. Il est notamment le siège de la réflexion et de la raison. Mais pour l'instant, le cortex préfrontal du nourrisson n'a pas maturé. À 11 mois, quand il a trop de sensations, trop d'émotions, son cortex préfrontal n'est pas encore développé. Donc, il disjoncte parce que c'est son cerveau émotionnel qui va prendre le dessus. Et il va se mettre à pleurer. Il n'est plus capable de faire autre chose que de pleurer. C'est du stress. Le cortex préfrontal, cette pièce maîtresse, ne sera entièrement achevé qu'au début de l'âge adulte. Alors, selon les spécialistes, aujourd'hui, en cas de surdose, le cerveau du nourrisson disjoncte. La plage, j'ai pas su en profiter. En fait, c'était trop nouveau d'un coup. Ça m'a lessivé. D'ailleurs, on était tous pareils. On faisait la grimace sur la plage en attendant que ça passe. Nos vacances, elles étaient quand même incroyablement réussies.
Le soir, quand il faisait nuit, on n'était pas au lit. On sortait se balader dans la rue qui ne dort jamais et où les lumières brillent toujours. Avec sa sœur et ses parents, Mathilde a vécu des vacances de rêve, riches en expériences et en émotions. Pourtant, bizarrement, elle ne gardera aucun souvenir de ces bons moments. Le secret de cette amnésie, dans son cerveau, manque encore à l'appel une sorte de logiciel de la mémoire, l'hippocampe. Cette partie du cerveau se développera lorsque Mathilde atteindra l'âge de 3 ou 4 ans. Mais tout ça, c'est pour plus tard. Alors place aux réjouissances. Caramel, fleur de sel et vanille. La fée des machines a fait couler un dessert depuis un robinet. Je n'avais jamais vu ça. Caramel, fleur de sel, vanille. Ça sonnait bien. J'étais sûre que c'était meilleur que le sable. Et qu'est-ce que j'avais raison. C'est bon. Oh, c'est trop bon, hein, ma Titi. Toi, t'as trouvé ta voix. La voix de la gourmandise. Et en plus, on glace. C'est bon, hein, mon chaton. Bon, c'est dommage, Marianne dort. Elle aura le droit à sa glace demain. C'était ma première glace. Et ça peut vous sembler extraordinaire, mais à ce moment-là, j'ai su que dans le futur, quand je serai une maman, j'offrirai aussi une glace à mon bébé après la plage. Ça doit être un truc de transmission entre parents et enfants. Et peut-être bien que le nom de ma fille sera Caramel Fleur de Sel. C'est joli, non? J'ai 1 an et c'est mon anniversaire. Vous vous rappelez? C'est ici qu'on a fait connaissance. Il était une fois une histoire que vous avez tous vécue et que vous avez oubliée depuis si longtemps. C'est l'histoire de votre première année de vie sur Terre. Moi, je m'en souviens encore, mais je crois que mon temps est compté. Lorsque les bougies s'éteindront sur mon gâteau, j'ai peur que ma mémoire ne s'efface comme la vôtre. Parce que désormais, je deviens grande, je sais marcher. Mais vous avez vu les aventures qu'il m'a fallu traverser pour en arriver là. Oula, c'est bientôt fini. Ma sœur jumelle aurait bien aimé vous raconter sa version des événements, mais on est à court de magie. Il paraît que maintenant, si on compte jusqu'à 3, le charme disparaîtra. Mais j'espère que vous vous souviendrez longtemps de moi et de mon histoire. 1, 2, 3. Mathilde, allez viens, on y va? On marche? On va faire voir? Ça y est, je commence à me sentir bizarre. C'est peut-être parce que depuis que j'ai 1 an, je ne suis plus un bébé. Mais hé, ça vous dit qu'on se retrouve dans quelques années? Je vous raconterai peut-être ce que ça fait d'être dans la peau d'une ado. Il paraît que question bouleversement, c'est pas mal non plus. Alors chut, rendez-vous dans 15 ans.